Donc, c'est moi qui ai l'honneur de débuter cet après-midi et je céderai la parole à mes collègues par la suite. Donc, c'est un immense plaisir hein, pour de venir vous présenter le travail réalisé par notre groupe de travail sur la formation des parents d'accueil en protection de la jeunesse. Comme vous pouvez voir sur la page, on a la composition du comité de travail. Donc, Marie-Pierre, je vais t'inviter à avancer, s'il te plaît, pour que vous puissiez voir la composition du groupe de travail. Comme vous pouvez voir, c'est un gros groupe. Nous ne pouvons pas toutes et tous prendre la parole ce midi, mais nous tenons à saluer les autres membres qui sont probablement en ligne avec nous. Et j'en profite pour les remercier de leur engagement et de la très grande qualité du travail qui a été réalisé par notre groupe au cours des derniers mois. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de notre présentation, notre groupe de travail porte sur la formation des parents d'accueil. Avant de vous parler vraiment de ce projet-là concrètement, on voulait vous en glisser un petit mot sur son origine. Donc, à l'origine de cette réflexion puis de ce travail sur l'importance de la formation des parents d'accueil, il y a d'abord la reconnaissance que les parents d'accueil sont des acteurs essentiels de nos systèmes de protection de la jeunesse. Ils accueillent bon an, mal an chaque année de nombreux enfants qui ont besoin d'un milieu où s'épanouir et grandir. Le deuxième constat important que nous pouvons faire, c'est l'importance de la formation, l'importance de la formation des parents d'accueil. Le rôle de parent d'accueil est un rôle exigeant et c'est un rôle qui demande beaucoup pour les gens qui s'y engagent. Et la littérature scientifique est assez claire sur l'importance de la formation. Ce qu'on voit dans les travaux scientifiques réalisés dans différents pays du monde, dans des systèmes de protection similaires aux nôtres, c'est que la formation des parents d'accueil permet une augmentation de la satisfaction que vivent les parents d'accueil dans leur rôle. C'est lié étroitement au sentiment d'efficacité que ces parents-là peuvent ressentir face aux défis et parfois aux défis très grands qu'ils rencontrent, soit dans les relations avec les enfants, soit dans les relations avec les parents d'origine ou les services de protection de la jeunesse. Donc, combiné à ça un plus grand sentiment d'efficacité qui augmente le sentiment de satisfaction, a vraiment un impact important sur la rétention. La littérature scientifique démontre un lien très clair entre une meilleure formation des parents d'accueil et le taux de rétention. Et ça a aussi un impact très clair sur le savoir-faire et les savoirs des parents d'accueil qui amènent des interventions différenciées en fonction des besoins et des difficultés des enfants. Donc, on voit aussi, lié à une formation efficiente, de qualité, sur des thématiques importantes, des impacts sur moins de comportements difficiles observés chez les enfants. Donc, le projet qu'on vous présente aujourd'hui tire son origine de cette reconnaissance de l'importance de la formation des parents d'accueil, mais aussi, Marie-Pierre va passer à la prochaine diapo, mais aussi sur les constats d'un projet que nous avons réalisé il y a quelques années, qui avait pour objectif de dresser un portrait de la formation des parents d'accueil au Québec. Donc, les principaux constats de ce projet-là ont été à l'effet que les modèles actuels de formation des parents d'accueil, donc l'organisation actuelle et l'offre de formation actuelle au Québec, offre une réponse incomplète aux besoins des parents d'accueil. Hein? C'est-à-dire qu'il y a différents angles morts sur des thématiques, sur des sujets dans l'offre de formation actuelle. Un autre constat qu'on a fait et qui a été vraiment un constat évident, j'ai envie de dire, et très marquant de notre projet de recherche, c'est qu'il y a de grandes disparités régionales entre l'offre de formation offerte aux parents d'accueil entre les différentes régions sur le territoire québécois. On a aussi constaté que le choix des formations, que les thématiques de formation, que ce qui se retrouve dans les plans de formation dans les différentes régions du Québec s'appuie sur peu d'assises scientifiques. Les formations qu'on va identifier vont se faire dans chacune des régions un peu en fonction euh, des comités locaux, en fonction de ce qu'on a déjà fait, en fonction de ce qui semble apprécié, sans vraiment qu'il y ait une analyse très soutenue de mais quelles sont les compétences que les parents d'accueil doivent développer pour pouvoir exercer leur rôle de façon la plus satisfaisante possible pour elles et également pour les enfants qu'elles accueillent. Donc, tout ça nous a amené à faire, je vous dirais, une espèce de regard plus global sur l'absence de vision intégrée de la formation.
Il faut peut-être dire que ce premier projet-là a été fait vraiment en collaboration avec l'ensemble des régions du Québec et les associations représentatives de familles d'accueil. Donc, on avait vraiment une vision à la fois du milieu institutionnel, de la recherche et aussi des parents d'accueil qui sont engagés dans ces formations-là. Donc, le constat, c'est vraiment cette absence de vision intégrée de la formation des parents d'accueil. Et comme nous sommes des femmes d'action, nous avons décidé, suite à ces constats-là, d'entamer un nouveau projet de recherche. Et c'est le projet dont on vient vous parler aujourd'hui. En fait, qui n'est pas un projet de recherche. On s'est rendu compte que la cible la plus importante pour nous, c'était vraiment de réfléchir à des livrables qui pourraient alimenter la réflexion. Alors, on a décidé de mettre en place un groupe de travail, comme je vous le disais tout à l'heure, un groupe de travail qui réunit à la fois des points de vue variés, hein, c'est-à-dire un groupe de travail qui réunit, comme vous l'avez peut-être vu rapidement tout à l'heure quand on vous a présenté la composition, des parents d'accueil, des intervenants et des chercheurs. Donc, on a voulu mettre de l'avant ce que nous, on appelle l'espèce de lien entre les savoirs scientifiques, les savoirs cliniques et les savoirs expérientiels. On a voulu mettre au cœur de nos débats cette discussion où chacun des points de vue était considéré. On a associé à cette démarche-là des trois grandes associations représentatives de parents d'accueil sur l'ensemble du territoire québécois. Donc, et différentes régions qui avaient manifesté un intérêt et qui avaient déjà développé certaines initiatives sur la formation des parents d'accueil. Alors, ce groupe-là s'est réuni pendant un peu plus d'un an pour travailler cette réflexion sur, mais qu'est-ce que les parents d'accueil ont besoin? Qu'est-ce que la formation devrait leur offrir? Et c'est vraiment avec beaucoup de fierté qu'on vous présente aujourd'hui le résultat de notre travail qui, je l'espère, pourra vous inspirer dans votre rôle et dans chacune de vos régions. Sur ceci, je vais passer la parole à Marie-Pierre qui va vous parler un tout petit peu là, concrètement de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Merci Marie-André. Donc, c'est ça le but de la présentation, comme le disait Marie-André, c'est vraiment de vous présenter le fruit du travail là, qu'on a réalisé. Donc, vous allez pouvoir consulter, là, les documents sont en ligne déjà. Ils vont être, le lien va être déposé dans le chat pour que vous puissiez les consulter, mais il y a un rapport final qui a été écrit qui détaille vraiment tout le résultat de cet effort-là de mobilisation des connaissances. Et dans le rapport, bien, il y a les principes à la base d'une formation de qualité qu'on a identifiés. Il y a le travail fait sur le référentiel de compétences qu'on a développé et un premier portrait d'une trajectoire de formation pour les parents d'accueil. Et on a accompagné ce rapport-là de 2 infographies pour créer une espèce de coffre à outils un peu convivial là, pour les gens qui ont les mains dedans, là, tu sais, qui vont les travailler, les offres de formation dans les régions. Donc, une première infographie sur les principes, une deuxième infographie sur le référentiel de compétences. Donc, tout ça vous est déjà accessible en ligne. Puis aujourd'hui, on vous présente les documents là, un petit peu plus d'une façon explicative là, pour vous dire un peu qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Peut-être un mot pour vous dire que ces documents-là, ce qu'on a souhaité faire, c'est des documents, des repères qui soient pertinents pour les 3 types de familles d'accueil, donc régulier, de proximité, banque mixte. Puis à la fin de la présentation, sur les trajectoires de formation, il y a des nuances à apporter là, pour chacun des types de parents d'accueil, mais on va y revenir quand on arrivera là en temps et lieu dans la présentation. Donc, c'est moi qui débute en vous parlant un peu des principes qu'on a identifiés pour soutenir une formation de qualité pour les parents d'accueil. Euh, donc, voilà, on a vraiment fait le travail de mobilisation de connaissances à partir d'une recension des écrits exhaustifs là, sur qu'est-ce qu'on sait sur c'est quoi une bonne formation pour les parents d'accueil, une formation de qualité, mais aussi, on a eu des séances, plusieurs séances de discussion là, avec notre groupe là, pour voir comment ce qu'on voit dans la littérature, ça colle à notre contexte ici au Québec, comment ça fait sens pour les parents d'accueil qui étaient avec nous sur le groupe. Donc, on est arrivé avec 8 principes que je vous présente brièvement. Il y en a qui sont plus de l'ordre des principes un peu plus généraux sur l'offre de formation sur la trajectoire. On en a identifié 4. Le premier, ça vient nous parler de l'importance d'avoir une vision de la formation qui soit partagée. Dans le fond, l'idée qu'au moment de développer l'offre de formation, bien, que ça se passe vraiment en collaboration entre des intervenants, des gestionnaires, des parents d'accueil. Puis dans les 6 CCIUS aussi, là, autant les directions cliniques que les directions qui sont davantage responsables de la relation contractuelle, là, que tout le monde soit impliqué finalement, puis pourquoi pas aussi les jeunes placés, peut-être qu'ils pourraient avoir des choses à dire par rapport à la formation.
Tout ça aussi, tout ça a finalement 2 effets positifs qui est de permettre de développer une formation à laquelle tout le monde va adhérer, que tout le monde va connaître aussi. Puis ça va permettre de référer plus efficacement les parents d'accueil, hein. Tu sais, si les intervenants, les parents d'accueil sur des associations, ben, connaissent la formation, ben, ils vont pouvoir dire à certains parents d'accueil, ben, je pense que pour toi, il y a telle formation qui existe, ça serait intéressant de faire des approches un peu plus personnalisées. Donc, cette vision partagée, la démarche concertée a entre autres ces avantages-là. Le deuxième principe qu'on vous présente, c'est l'idée de penser une trajectoire évolutive. C'est quelque chose qu'on a fait dans notre groupe de travail, essayer de travailler sur cette idée-là de trajectoire de grandes étapes de formation. L'idée, c'est d'éviter l'effet un peu menu à la carte, si on peut dire, où on peut piger dans un ordre un peu aléatoire entre les formations. Ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est vraiment dire, ben, qu'est-ce que le parent d'accueil doit recevoir au tout début? Ensuite, qu'est-ce qu'il va chercher en deuxième, en troisième étape pour avoir une gradation, si on veut, dans l'offre de formation qui lui permet de développer des compétences tranquillement, graduellement, mais dans un ordre qui a un sens puis qui a été réfléchi. Donc, plus tard, vous allez voir la proposition que le groupe de travail a fait là, de cette séquence-là dans la trajectoire évolutive de formation. Par la suite, l'autre principe qui est ici, c'est l'idée de s'inspirer des données probantes, des données de la recherche, de développer une culture d'évaluation. Euh, Dans le fond, ce qu'on souhaite quand on travaille la formation, c'est d'essayer de s'allier avec des personnes qui ont des connaissances scientifiques, autant dans le domaine de l'accueil familial, mais aussi dans le domaine de l'andragogie, pour être sûr que ce qu'on fait, on le fait bien. Puis aussi, cette idée de développer un réflexe d'évaluer ce qu'on fait. Ce qui est à la portée de tout le monde, c'est d'avoir minimalement des formulaires hein, pour les participants, les formateurs, pour s'ajuster en cours de route, voir à ce que les choses soient bien faites, que ce qu'il y ait un écho positif sur les gens qu'on forme, puis sur les formateurs. Puis autant que possible, si on est capable de faire appel à la recherche éventuellement pour capter des effets de la formation à plus long terme, c'est un réflexe à développer. La recherche sur la formation des familles d'accueil est encore, c'est un domaine qui est en construction où on a besoin d'avoir plus d'informations pour savoir qu'est-ce qui est bon vraiment pour les parents d'accueil. Donc, d'aller voir l'effet de la formation à plus long terme sur des variables comme la rétention des parents d'accueil, la stabilité des placements, bien, éventuellement, c'est un idéal vers lequel on souhaiterait tendre. Puis pourquoi pas, peut-être que le groupe de travail y arrivera un jour là, à cette étape-là. Ensuite, le quatrième principe ici, là, plus général, c'est l'idée d'établir une frontière qui va être claire entre la formation et l'évaluation. Dans les moments de formation, c'est certain que les parents d'accueil vont ouvrir sur sur leur vulnérabilité, sur des choses qui sont plus difficiles pour eux. Puis pour qu'ils puissent le faire d'une façon qui est vraiment libre, qui est authentique, où ils vont se sentir libres de parler de tout ça, ben, c'est important qu'ils sachent qu'ils ne sont pas évalués à ce moment-là. Puis en fait, ce qui arrive, puis ce qu'on a beaucoup discuté sur notre groupe de travail, c'est que les parents d'accueil, ils les connaissent bien, les mécanismes de contrôle de la qualité des services qui sont en place dans notre fonctionnement ici. Hem, Puis ça, ce que les études récentes nous montrent, c'est que ces mécanismes de contrôle de contrôle de la qualité, ça peut, entraîner chez certains parents d'accueil une hésitation à parler des vulnérabilités, de parler des défis. Donc, c'est vraiment très important qu'ils sentent que dans les moments de formation, c'est un espace un peu protégé où ils peuvent parler de ça dans une optique où ils vont recevoir du soutien et que ça sera pas et qui ne vont pas craindre que ce soit retenu contre eux. Donc, vraiment, d'établir ça clairement, que ce soit clair pour tout le monde que ces espaces de formation-là, ben, c'est différent des espaces qu'on utilise pour porter un regard plus évaluatif là, sur la qualité des services dispensés par les parents d'accueil. Donc, ça donne un petit aperçu des principes plus larges. Maintenant, il y a des principes qui sont plus pointus sur des modalités de formation. On vous en présente 4 ici aussi. Le premier parle de prévoir des modalités qui sont souples puis qui sont diversifiées pour la formation. Vous le savez, hein, probablement que c'est le cas chez vous, mais pour les gens qui sont en train de développer de la formation, mais une des questions qu'on se pose souvent, c'est est-ce que c'est mieux en ligne? Est-ce que c'est mieux en présentiel? La réponse courte à cette question-là, c'est les deux, mais avec un souci quand on parle des parents d'accueil de maintenir une offre en présentiel. Il faut pas l'échapper, celle-là, parce que le grand avantage du présentiel pour les parents d'accueil, c'est vraiment de favoriser le réseautage, de favoriser aussi une forme de soutien informel entre les parents d'accueil, ce qui est reconnu comme étant très important dans les études sur les besoins, sur la rétention des parents d'accueil. Il faut favoriser ce type de soutien-là pour les parents d'accueil. Donc, on essaie de maintenir le présentiel le plus possible pour favoriser cet effet-là.
Si ce n'est pas possible, on peut aller vers du virtuel. Des fois, il y a des régions qui couvrent des très grands territoires, donc ça se peut que le présentiel ne soit pas simple à organiser. Si on va vers du virtuel, on peut penser à des formats qu'on appelle synchrones, hein, donc où on a un groupe de parents d'accueil qui se connecte tout le monde en même temps. Puis dans les deux cas, que ce soit en virtuel ou en présentiel, bien, on va essayer de favoriser des moments où on va avoir une proximité relationnelle entre les participants, où ils vont travailler ensemble, ils vont échanger ensemble. Donc, on essaie de favoriser ça le plus possible. Puis c'est souhaitable aussi d'avoir du contenu en ligne qu'on appelle asynchrone, que le parent d'accueil va pouvoir faire à son rythme parce que ça va favoriser la conciliation avec les impondérables là, du rôle de parent d'accueil. On sait que nos parents d'accueil sont hyper occupés. Des fois, ils ont des horaires qui sont difficiles à gérer. Donc, de pouvoir faire des choses à son rythme, c'est intéressant, mais pas au détriment du présentiel puis du fait de se retrouver en groupe. Donc, ensuite, ça, c'est pour le premier principe. Quand on arrive au deuxième, ce que ça nous dit, c'est l'idée de varier les méthodes d'apprentissage, de faire en sorte d'avoir dans les mêmes formations à la fois des présentations, des ateliers, des vignettes cliniques, euh, avec un focus important sur le fait qu'il faut que ce soit concret pour les parents d'accueil. Ça, je pense que c'est clair, c'est reconnu pour tout le monde parce que ça permet de transmettre efficacement les savoirs pratiques. Ça permet aux parents d'accueil de se les approprier plus facilement. Ici, entre autres, une des choses qui est conseillée, qui ressort beaucoup dans les écrits, c'est d'impliquer un ou des parents d'accueil dans l'animation des formations, que ce soit comme coformateur ou comme facilitateur, mais ça permet vraiment de faire cette transition-là entre des concepts peut-être un peu plus théoriques, puis comment ça s'applique dans la vraie vie, dans le quotidien des parents d'accueil. Ensuite, il nous en reste deux. Euh, L'autre, il y a un principe qui nous parle d'allouer une place au soutien dans les formations. J'en ai parlé un petit peu il y a 2-3 minutes, mais le soutien, c'est quelque chose qui est essentiel pour que l'accueil se passe bien. C'est vrai de manière générale, mais dans la formation aussi. Puis ce qui se passe, c'est que souvent la frontière va être floue hein, entre la formation et le soutien. En formation, les parents d'accueil vont parler des difficultés qu'ils vont rencontrer. Donc, ce qui est conseillé, disons, à travers ce qu'on est capable de faire ressortir quand on lit les études sur le sujet, c'est de si on veut prendre acte de cette réalité-là, puis de prévoir des moments de discussion, d'échange qui vont être animés par un formateur, parce que ça va permettre de mettre en place une forme de soutien euh, limitée, mais quand même importante en lien avec les notions qui sont présentées. Puis encore une fois, ben, les périodes d'échange vont aussi permettre de favoriser un soutien mutuel entre parents d'accueil. Donc, vraiment de penser à allouer ces moments de soutien-là clairement là, au cœur de la formation. Et finalement, ben, on parle de favoriser le transfert vers la pratique. On le sait, ce n'est pas un secret pour personne. Quand on donne une formation, il faut se préoccuper du après, comment ça se transmet dans la pratique. Donc, il y a toutes sortes de moyens de faire. On peut prévoir un suivi post-formation, que ce soit avec les formateurs, des intervenants. Puis, ce qui est important de se rappeler, c'est que ça ne se fait pas tout seul. Tu sais, l'idée peut être intéressante d'avoir des outils un peu plus clés en main pour l'animer, ce suivi-là post-formation, pour que ça se passe plus facilement. On peut penser à décortiquer des formations un peu plus longues en différents moments, ce qui permettrait entre les séances de mettre en application les concepts qui sont appris. Ou pourquoi pas de penser à des façons de faire qui s'apparentent un peu à des communautés de pratique, hein. Les intervenants ont ça dans leur travail. Par exemple, il y a des régions qui implantent des communautés de pratique pour les approches axées sur le trauma. Pourquoi pas faire la même chose pour les parents d'accueil, les rassembler ensemble, revoir des concepts, revoir comment ça s'applique dans la pratique. Ça pourrait être des modèles intéressants à explorer pour eux. Alors, ça fait un tour très rapide des principes. L'idée, c'est pas de vous les présenter en détail, mais que vous les ayez vus rapidement. Ils sont dans le rapport, mais ils sont aussi dans l'infographie. Puis, on vous en a mis un petit extrait ici pour que vous puissiez voir ce qu'on a fait. En fait, là, chaque principe est là avec un petit, si on veut, aide-mémoire de cases à cocher pour que les gens qui développent les offres de formation puissent faire une forme d'auto-évaluation. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on est en train d'échapper quelque chose? Donc, ce qu'on souhaitait, c'est un outil convivial puis simple à utiliser pour vous. Donc, voilà. Alors, ça fait le tour de la partie sur les principes. On va plonger maintenant dans la section sur le référentiel de compétences. Donc, je passe la parole à Geneviève là, qui va vous présenter ça. Oui, parfait, merci. Donc, comme on vient juste de le voir, le référentiel de compétences s'est construit à partir des recensions des écrits sur le sujet et des formations existantes au Québec. Donc, Marie-André parlait aussi plutôt de concilier les savoirs, hein, les savoirs scientifiques, les savoirs cliniques et les savoirs expérientiels. Les réflexions et les travaux du comité ont permis de déterminer dans la dernière année qu'est-ce que ça prend pour être un bon ou pour devenir un bon parent d'accueil.
Donc, ce fut vraiment les travaux qui ont été au cœur de l'an 1 de ce projet-là. Dans la première version de notre référentiel, on avait identifié 15 compétences, mais on s'est collé aux principes en andragogie et nous sommes ralliés à ces principes-là, d'où ça prenait 5 à 6 compétences pour pouvoir faire un référentiel de compétences. Donc, on a transformé nos 15 compétences en 4 compétences qui sont assises sur des connaissances de base. Bien sûr, il est à noter que c'est un idéal à atteindre et non une exigence pour devenir parent d'accueil. C'est ce qu'on va vous expliquer au cours de la présentation. Donc, comme vous pouvez voir, on voit le référentiel de compétences en un coup d'œil. Donc, on va venir vous parler un peu des figures. Les compétences, en fait, comme c'est un référentiel de compétences, on s'est dit que ça allait être bien de définir qu'est-ce que c'est une compétence. Donc, une compétence, c'est ce qui permet de traiter des situations complexes de façon adéquate et efficace et en s'appuyant sur un ensemble intégré de ressources qui comprend plusieurs savoirs, donc le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Donc, vous voyez ici dans notre figure sur les compétences, on a 4 compétences qui sont assises sur nos connaissances de base. Au cours des travaux dans la dernière année, les parents d'accueil nous ont souligné que pour pouvoir développer un accueil familial de qualité, bien, ce n'était pas tout la formation. Donc, c'est ainsi que les piliers à votre gauche sont nés pour pouvoir vraiment venir compléter tous les éléments du portrait nécessaires à pouvoir offrir cet accueil de qualité-là pour les enfants. Donc, les piliers ont été ajoutés par ce fait même. Il faut se rappeler aussi encore là que toutes ces compétences-là vont se développer petit à chacune des étapes qu'on va voir par la suite. Donc, si on les prend plus en détail un petit peu quand on parle des piliers d'un accueil familial de qualité, 4 piliers. Donc, le premier, dans le processus, évidemment, de recrutement et d'évaluation. Donc, on veut un processus d'évaluation efficace et rigoureux. À la droite, on va parler aussi du soutien autant à l'enfant qu'aux parents d'accueil en fonction de leurs besoins. Au niveau des relations de travail, mais c'est sûr que des relations de travail qui vont permettre d'assurer la qualité des services tout en s'appuyant sur une relation de confiance, de respect, de reconnaissance mutuelle aussi, c'est ce qui était important. Pour finir avec notre formation des parents d'accueil qui va s'appuyer sur une trajectoire de formation rigoureuse et adaptée aux besoins des parents d'accueil. Quand on regarde au milieu, on voit une ampoule. L'ampoule, elle représente nos assises cliniques et scientifiques qui vont venir vraiment appuyer tout l'ensemble de l'œuvre des documents qu'on a travaillés dans la dernière année. Ces assises cliniques-là et scientifiques-là sont les approches axées sur le trauma, dont le modèle AFC. Ce qui est important de retenir aussi à ce moment-ci, c'est que tout le développement de la formation, il va être en cohérence avec les 3 autres piliers qui sont là et c'est important de garder ça en tête. C'est ce qui va favoriser aussi, dès le départ, un langage commun de tous les acteurs qui vont être autour de ces enfants-là. Oui, merci. Donc, pourquoi les approches axées sur le trauma et le modèle AFC? Bien, en fait, parce qu'il s'agit des connaissances les plus à jour et des meilleures pratiques reconnues pour les enfants de la protection de la jeunesse qui ont un lourd bagage traumatique. Au début de ce projet-là, en mai 2023, Delphine a su, par sa présence et sa présentation, rallier tous les membres autour d'un sens clinique. On garde en tête que ce modèle-là est vraiment porteur et rassembleur. Il répond bien aux besoins des enfants placés. C'est un modèle qui s'adresse autant aux donneurs de soins qu'aux enfants. Et il va venir aussi permettre le développement des compétences des parents d'accueil. Si on regarde un petit peu plus en détail le modèle qui est la maison, vous voyez, c'est fait en forme de maison, c'est pas pour rien, ça a un sens. Une maison, quand on construit une maison, on ne commence pas par le toit, on va commencer par les fondations. Donc, il y a vraiment une séquence à respecter. Les 2 premières étages vont s'adresser davantage aux adultes. En fait, ce que ça va permettre, ça va venir permettre ici d'outiller les parents d'accueil à susciter ou à favoriser le développement d'un sentiment de sécurité chez les enfants.
Sentiment de sécurité chez les enfants qui va être nécessaire à apprendre ou à développer eux aussi des compétences par les deux autres étages au niveau de régulation et compétences. Et pour finir par dire que bien, ces enfants-là vont être plus habilités à vivre avec leur histoire plutôt que dans leur histoire, c'est-à-dire à être fonctionnels au présent malgré une histoire chargée et lourde d'empreintes traumatiques. Voilà. Donc, le contenu des développements va davantage, dans le rôle des parents d'accueil, être surtout situé dans les 2 premières étages, parce que c'est ce qui va venir davantage outiller les parents d'accueil à venir susciter le développement du sentiment de sécurité chez les jeunes. Donc, le contenu va surtout être au niveau de la fondation, engagement, éducation et routine, et au niveau de l'étage engagement, donc gestion des affects des donneurs de soins, ajustement empathique, syntonie et réponse efficace. Il faut garder en tête aussi que tout ce travail-là qui va être fait dans le quotidien à travers cette maison-là, c'est ce qui va permettre, en bout de ligne, l'objectif ultime de ce modèle-là, qui est l'intégration des traumas. Quand on regarde un petit peu plus en détail notre figure au niveau de nos compétences à développer, cette figure-là vient aussi encore là prendre tout son sens. Donc, en effet, on voit à la base, nous avons nos connaissances de base qui viennent supporter le développement des compétences, des 4 compétences qui seront à développer. Donc, si je prends une des premières compétences qui est maintenir une attitude engagée, mais vous voyez, elle est en haut à droite et elle concerne un cercle parce que c'est une compétence qui est transversale et elle va venir vraiment influencer les autres. C'est tout l'engagement affectif du parent d'accueil dans la relation avec l'enfant qui lui permet aussi de persévérer et de s'adapter à travers les diverses situations qu'il va rencontrer avec ses enfants-là. Ensuite de ça, j'ai la compétence maintenir l'équilibre personnel et familial. Ça aussi, c'est un élément qui était important à travers du groupe de travail. On dit c'est important que le parent d'accueil arrive à trouver un certain équilibre entre la réponse aux besoins de l'enfant qui l'accompagne, mais aussi la réponse à ses propres besoins, puis la réponse aussi aux besoins des autres membres de la famille. C'est tout un système qui est concerné quand un enfant arrive dans un milieu d'accueil et qu'on accompagne cet enfant-là dans le quotidien. Donc, c'est important de aussi réfléchir à comment on va arriver à trouver cet équilibre-là et de le maintenir. Ensuite de ça, nous avons la compétence qui est de collaborer avec les personnes qui entourent l'enfant. Ça aussi, ça va être important de voir que le parent puisse arriver à développer une capacité, une compétence, en fait, pour la collaboration de tous les acteurs qui sont impliqués autour de cet enfant-là. Il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués, que ce soit les services professionnels, les professionnels de la protection de la jeunesse, le parent d'accueil aussi. Donc, d'arriver à faire une collaboration, tout le monde ensemble, au profit, bien sûr, de la réponse aux besoins de cet enfant-là. La dernière compétence, c'est offrir à l'enfant un milieu familial sécurisant. On voit que les 2 autres compétences dont je viens vous parler, une flèche qui mène vers offrir à l'enfant un milieu familial sécurisant. Donc, ces 2 compétences-là vont être au profit du milieu familial sécurisant. Donc, c'est ce qu'on souhaite, pouvoir offrir ce milieu-là à ces enfants-là pour qu'ils puissent arriver à se déposer, à développer un sentiment d'appartenance et à pouvoir vivre des expériences relationnelles réparatrices pour un meilleur fonctionnement dans le présent. Donc, si je prends maintenant nos connaissances de base, donc, qu'est-ce qui est important de savoir avant de se lancer? Nos connaissances de base, qu'est-ce qu'elles concernent? En fait, on souhaitait que ces connaissances-là soient mises à profit pour préparer le parent d'accueil à recevoir l'enfant. De par ce fait, ce qui va favoriser justement la prise de décision éclairée de ce parent d'accueil-là à s'engager dans ce projet de devenir famille d'accueil auprès des enfants de la protection de la jeunesse. Va permettre aussi à mieux connaître qu'est-ce que c'est être un parent d'accueil avec des enfants de la protection de la jeunesse. Les enjeux aussi qui sont là autour de ce placement-là, avec cette loi-là d'exception, de mieux comprendre le cadre de référence et les relations de travail, et aussi de bien comprendre qui sont ces enfants-là, qu'ils ont des besoins comme tous les enfants de la majorité de leur âge, mais qu'ils ont en plus des besoins particuliers qui rendent parfois le quotidien un petit peu plus complexe.
Alors, je vais maintenant passer la parole à René pour la suite. Je m'excuse. On t'entend très bien, René. Tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Oui, on te voit et on t'entend très bien. Je m'excuse, c'est la première fois et je suis très loin. Alors, bonjour. Maintenir une attitude engagée. Quand? Face aux défis et de la manière continue. Comment? En étant proactif pour se former, en faisant preuve de réflexivité, en se montrant créatif et persévérant face aux difficultés. Nous, on croit sincèrement que la formation va apporter la persévérance en ayant des questions. Les thèmes. Le projet d'accueil, motivation, vision réaliste, la connaissance de soi, force, défi, importance de connaître et d'exprimer ses limites. C'est très important parce que souvent, on a vu des ressources avoir de grandes difficultés à mettre leurs limites et c'est très important. La qualité nécessaire à l'accueil, la persévérance, l'adaptation, l'ouverture et on pourrait en rajouter beaucoup. Alors voilà, le développement continu, connaître et saisir les opportunités d'apprentissage formel et informel. Avec la formation, nous croyons que les ressources pourraient avoir une meilleure réalité de la problématique des enfants. Ensuite, offrir à l'enfant un milieu familial sécurisant. Alors, au quotidien, face aux défis, dans les moments de la trajectoire de l'enfant. Je dis toujours que une ressource de type familial, une famille d'accueil, le quotidien de l'enfant, son bagage est extrêmement important. En fournissant, je m'excuse, en fournissant un environnement stable, prévisible, les routines sont importantes, en reconnaissant la place de la famille d'origine. Nos petits cocos, ils sont arrivés chez nous, mais ils étaient dans une famille et cette famille-là est très importante. En utilisant des moyens efficaces et adaptés pour apaiser les enfants, en régulant ses propres émotions. C'est important. Moi, je dis toujours, on va aller pleurer ou on va aller prendre une douche de 15 minutes pour être capable d'être forte devant l'enfant. Les thèmes, les approches sensibles au trauma, le fonctionnement familial, les routines, ce que je vous disais tantôt, les routines, les règles, l'encadrement, la bienveillance, l'individualisé. Les enfants ont besoin je dis toujours d'un roc pour se sentir en sécurité. L'enfant et ses origines, soutenir les enfants dans les contacts, les défis des placements interculturels. Pas toujours facile les retours, pas toujours facile les départs pour aller et revenir. Alors, la ressource doit être là et avec une bonne formation, je pense qu'elle pourrait être super bien outillée. La santé mentale de nos jeunes placés, on en a de plus en plus. Alors, on a besoin de plus que de l'amour et plus de patience. On a besoin de formation. Les droits et la participation des jeunes, c'est important qu'ils soient conseillés, qu'ils soient aussi que ça puisse être, qu'on puisse les, comment dire, qu'ils aient leur mot à dire, carrément. Voilà. Ensuite, on a maintenir un équilibre personnel. Je pense offrir à l'enfant un enfant. Marie, je ne suis pas certaine qu'on soit, Oui, excusez-moi. René, on est à Oui, la diapo maintenir l'équilibre personnel et familial. Est-ce que tu as la même? oui, mais j'avais l'autre avant. OK, excuse-moi. Pas de Excusez-moi. problème. Maintenir l'équilibre personnel et familial. Quand, à l'arrivée et au départ de l'enfant, face aux difficultés, quand les stratégies habituelles ne fonctionnent pas, d'où l'importance que je vous expliquais tantôt de la formation,
On peut vouloir beaucoup, beaucoup, mais parfois on a besoin d'un petit, un peu d'aide. Puis je pense que la formation pour être là peut être là. Comment? En cherchant l'équilibre dans les réponses aux besoins de tous, en recourant à des stratégies d'auto-soin. C'est important si on veut prendre soin de l'enfant qu'on prenne soin de soi aussi, qu'on prenne soin aussi de notre famille. Parce qu'on dit toujours on est famille d'accueil. Hein? Il y a d'autres membres de la famille. De ne pas tout prendre sur ses épaules. Tu sais, maman elle a tendance et papa ont tendance à prendre beaucoup, mais il y a les enfants, les autres enfants aussi. En développant un réseau de soutien où ils peuvent trouver de l'aide, avoir une oreille qui puisse nous entendre, puis pas nécessairement nous donner des solutions, juste nous entendre. Les thèmes, l'importance d'anticiper les défis, l'équilibre personnel et l'auto-soin, ce que je vous disais, ce qui est très important. Si on veut aider, il faut être capable d'aller bien. L'équilibre familial et social, que tout notre petit monde aille bien si on veut qu'il y ait un équilibre. Le soutien formel et informel, les deuils et les pertes. Les familles d'accueil ont des pertes, ont des deuils à faire parfois qui sont difficiles. Puis si on peut pas dire, OK, je vais mettre sur pause puis je recommencerai dans un mois. Fait qu'il faut être capable d'aller chercher de l'aide, du soutien puis de la formation. Voilà. Collaborer avec des personnes qui entourent l'enfant. Alors, excusez-moi. Quand, dans la relation avec le personnel des intervenants, très, très, très important, avec les autres collaborateurs, l'école, l'hôpital, le médecin, avec les parents d'origine, on est une famille autour de notre petit coco. On n'est pas les seuls, ils ont tous ces gens-là autour d'eux. Comment? En agissant en fonction des rôles de chacun. Quand chacun prend sa place, quand chacun joue son rôle, on est certain d'avoir une réussite. En adoptant une communication authentique, transparente et empreinte de respect. Je dis toujours, quand tout le monde, on est capable de se parler avec respect, on est capable de faire avancer plein de choses. En restant centré sur les besoins de l'enfant, le plus grand principe, selon moi, c'est en restant, je le répète, en restant centré sur les besoins de l'enfant. Les thèmes, le processus clinique et légal de la protection de la jeunesse, la relation contractuelle avec l'établissement, la relation avec le parent d'origine et la confidentialité, bien important. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, ma belle. Oui, ça fait le tour, Renée. Merci de cette présentation. Pour moi, ça fait beaucoup de sens que ce soit un parent d'accueil qui nous présente ça. Je trouve que ça rend ça pas mal incarné, puis on sent que ça résonne. C'est vraiment le fun. Merci, Renée. Je vous ramène à l'écran, dans le fond, les éléments que Geneviève et Renée viennent vous présenter pour revoir le tout, tous les morceaux ensemble. C'est rapide ce midi, mais vous allez pouvoir retourner voir les définitions qu'on a faites un peu plus détaillées de tout ça. Et l'idée vraiment, comme disait Geneviève tantôt, c'est que ces compétences-là vont se développer petit à petit, à chacune des étapes de la trajectoire de formation, ce qui m'amène à la dernière courte partie de notre présentation sur la trajectoire. Le groupe de travail s'est penché sur cette question-là de la trajectoire de formation. Vous vous rappelez, là, dans les principes, plutôt, je vous ai parlé de l'importance de réfléchir à une trajectoire qui se veut évolutive. Fait que l'objectif qu'on s'est donné dans le groupe de travail, ça a été de définir les grandes étapes, de faire quelque chose un peu en restant un peu macro, là, si on veut, entre guillemets, pour qu'on détermine un peu ces grandes étapes-là puis qu'on les définisse. Donc, ce qui est ressorti de nos réflexions, ça a l'air très, très simple sur une petite diapo comme ça, mais ça a pris beaucoup de discussions pour arriver à ça. On s'est dit que pour les parents d'accueil, de manière générale, il devrait y avoir 3 grandes étapes dans la formation. Une première étape de sensibilisation. Au Québec, on a peu l'habitude de former avant l'accréditation pour une raison très simple. Les budgets de formation sont alloués à partir du moment où la famille d'accueil est accréditée. Par contre, ça crée une drôle de réalité. Puis ce qu'on peut vous dire, c'est quand on a fait notre recension, partout ailleurs au Canada, partout où il y a des programmes de formation structurés, il y a de la formation pré-accueil. On est comme un peu une drôle d'exception par rapport à ça. Puis, en voyant les meilleures pratiques, ce qu'on s'est dit, ce qu'on a décidé comme groupe de travail, c'est que nous, on avait envie de mettre cette proposition-là de l'avant, de dire ça nous prend
Euh, la formation, ici, on l'appelle sensibilisation pré-accueil, mais il faut être capable d'investir ce moment-là pour mieux préparer les parents d'accueil à leurs premières expériences d'accueil. Puis à permettre, comme Geneviève disait tantôt, une espèce de réflexion puis d'évaluation mutuelle. Là. Ça me convient-tu, ce projet-là? Je veux-tu embarquer? Donc, notre système n'est pas il est pas fait pour ça, mais on s'est dit qu'il fallait trouver une façon d'y aller quand même. Ensuite, les 2 autres étapes qui viennent, c'est la formation initiale. Donc, l'idée, c'est que le parent d'accueil ait accès dans un délai assez court après son accréditation aux formations qui sont importantes pour qu'il puisse bien s'installer dans son rôle. Puis finalement, la dernière étape, c'est des formations qu'on pourrait qualifier de perfectionnement, où lorsque le parent d'accueil, dans le fond, pourrait avoir besoin de formations plus spécifiques en lien avec ses besoins à lui ou en lien avec les besoins des jeunes, des enfants qui sont accueillis dans sa famille. Donc, voilà. Alors, puis vous voyez la petite image en bas de l'écran, là, avec le petit référentiel qui devient grand pour amener l'idée que à chacune de ces étapes-là, finalement, là, ce que René vous a présenté, les grands thèmes, tout ça, ça va se répartir à travers chacune de ces étapes-là de la trajectoire de formation. Une des choses qu'il faut dire, par contre, aussi, c'est que la trajectoire que vous voyez à l'écran, c'est une trajectoire un peu générique qui colle assez bien à la réalité des parents d'accueil réguliers, mais qu'il faut adapter un peu quand on parle de la réalité des familles d'accueil de proximité puis des familles d'accueil banque mixte. On peut penser, par exemple, pour les parents d'accueil de proximité, à la question de l'arrivée de l'enfant. En fait, pour les parents d'accueil de proximité, vous savez probablement que tout débute avec l'enfant qui arrive dans la famille, parfois en situation d'urgence assez rapidement, sans qu'on ait eu le temps de préparer tout à fait là, cette grande étape-là. Donc, ça veut dire que la sensibilisation, la formation initiale, finalement, tout va se passer quand l'enfant est dans la famille déjà. Donc, vous voyez, ça peut inciter à faire des choix un peu différents sur les contenus qu'on va vouloir aborder en priorité ou sur la manière, les modalités qu'on va choisir pour aborder ces contenus-là. Donc, tout ça, ce travail-là de réflexion sur comment ça se décline pour les familles d'accueil, on a mis l'état de nos réflexions dans le document sur les balises de référence, donc vous pourrez vous y référer, mais pour nous, ça demeure un travail qui va avoir une suite dont Marie-André va vous parler dans une petite minute. Juste avant de lui passer la parole, juste vous dire que notre deuxième infographie, dans le fond, vous allez retrouver dedans tout ce que Geneviève, René vous ont présenté, donc tous les éléments du référentiel et un petit résumé de la trajectoire de formation. Et je passe la parole à Marie-André pour nous parler rapidement des suites. Donc, en quelques minutes pour laisser de l'espace à la discussion et à l'échange. Merci, mesdames, de vos présentations. Je pense que vous avez eu au cœur de cette présentation-là quelque chose qui était pour nous essentiel, c'est-à-dire de faire cohabiter à la fois le discours scientifique, le discours clinique et le discours expérientiel. Et je suis convaincue que le travail qu'on a réalisé permet vraiment de mettre à l'honneur de façon partagée ces différents savoirs-là. On est une équipe, on est un groupe de travail engagé. Lorsqu'on a eu fini ces livrables-là, on était très, très fiers. On est fiers de vous les présenter, mais on se disait, on n'y est pas encore, on doit continuer. Alors, il y a eu consensus autour de notre groupe de travail d'entamer une phase 2 du projet. Donc, nous venons de débuter, nous allons débuter dans les prochaines semaines. On va se faire une petite pause pour la période des fêtes et dès janvier, on relance la phase 2 du projet. Donc, ce que nous allons faire dans la prochaine année, c'est à partir du référentiel de compétences que vous ont présenté Geneviève et René, on veut soutenir les différentes personnes au cœur de la formation des parents d'accueil dans les différentes régions du Québec en amenant des thématiques concrètes, des contenus concrets à présenter dans chaque étape de la trajectoire de formation. Donc, on va aller un tout petit peu plus loin dans notre réflexion sur qu'est-ce qui devrait, dans les thématiques que vous a présentées René, par exemple, qu'est-ce qui devrait être déposé en préaccréditation en début de formation ou dans des formations plus spécialisées. On veut aussi, Marie-Pierre vous l'a dit, notre trajectoire, on l'a d'abord réfléchi pour les familles d'accueil régulières, mais on avait toujours en arrière-plan dans nos têtes nous dire oui, mais ma famille d'accueil de proximité, ma famille d'accueil banque mixte. Donc, le travail qu'on se donne dans la prochaine année, c'est aussi d'ajuster à la fois la trajectoire et les consensus sur les thématiques et les sujets à aborder en fonction du type de parent d'accueil. Ultimement, ce qu'on veut, c'est offrir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, une route peut-être un peu plus claire aux gens qui sont très engagés dans l'offre de formation dans les différentes régions du Québec. Peut-être certaines parmi vous étaient avec nous l'an dernier, en mai 2024, lorsqu'on a organisé le premier événement provincial de discussion et d'échange sur la formation des parents d'accueil. Eh bien, c'est un rendez-vous
On vous invite en mai 2025. Restez à l'affût de nos différentes plateformes de diffusion, mais on va vous inviter à vous joindre de nouveau à notre groupe de travail pour rendre un peu plus provincial cet échange et cette discussion sur les suites de notre projet. Donc, juste avant de vous laisser la parole pour les questions et les commentaires, juste vous dire que pour nous, dans le fond, ce projet-là est essentiel pour soutenir le mieux possible les ressources que sont les familles d'accueil parce qu'elles sont les piliers de notre soutien aux jeunes en difficulté. Alors, merci beaucoup. Puis la période de questions est ouverte. On va discuter avec vous avec plaisir.